Yes, sir. Salut tout le monde. On est de retour, Bastien Garon et moi, pour l'épisode 17, saison 2, saison 3, on n'était pas sûr. Puis comme vous le voyez, on a une experte féminine cette semaine avec nous pour vous donner les bonnes informations et la bonne pratique clinique sur notre sujet du jour. Fait que je laisse rapidement la parole à Bastien là, pour le classique préambule, surtout si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Oui, en effet. Bonsoir tout le monde. Je vous accueille de l'Utah aujourd'hui. On est de l'Amérique du Nord. Comme d'habitude, nos vidéos vont être gratuites. La présentation de ce soir est gratuite aussi. Ça va toujours rester gratuit. Si jamais vous voulez revoir la vidéo un peu plus tard, ça va rester sur nos pages Cision Interactive puis Clinic Cortex. Exact. Fait que je vais en profiter pour saluer nos amis d'Outre-mer. Vous allez peut-être les voir commenter sous la vidéo. Ils vous envoient des liens frauduleux, mais on aimerait mieux qu'ils nous envoient de l'amour. Fait que, en attendant, envoyez-nous de l'amour, puis on va être super contents pour ce soir. Parlant d'amour, je commence tout de suite avec le fait de prendre la balle au bon. PO, on en a eu beaucoup lors du dernier épisode, là, 130 commentaires, 300 personnes en live. C'était vraiment cool de voir toute l'interaction. Puis c'est ça qui fait la force de nos lives. Fait que on vous invite encore aujourd'hui, avec le thème de la journée, commentez dans la section commentaires en bas. On répond au fur et à mesure. Il ne faut vraiment pas se gêner. C'est ça qui fait la force finalement de nos lives. Sans plus tarder, je pense, PO, j'irai avec le thème du jour. Tout à fait. C'est quelque chose qui revient vraiment souvent. On le sait, une des expertises de nos cliniques, la clinique Cortex, c'est le suivi des gens qui ont subi des commotions cérébrales. Une des choses qu'on se fait beaucoup demander, c'est tout l'aspect de l'activité physique avant, pendant, après une commotion cérébrale. Fait que, on a la chance d'avoir quelqu'un pour nous en parler à ce soir. Yes, puis puisque avec Philippe Fay la dernière fois, le son avait été vraiment difficile de Saint-Apollinaire, là, il a été congédié tout simplement et comme vous voyez, remplacé par la fabuleuse Caroline qui maîtrise très bien les deux sujets, donc commotion cérébrale et activité physique. Fait que ça tombe super bien. Bienvenue Caroline ce soir avec nous. Salut les gars, Crème, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. On est vraiment aussi très content de t'avoir. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait quand même savoir à qui on a affaire. PO, tu as déjà beaucoup vanté, mais on aimerait savoir un peu c'est quoi ton parcours qui a mené à finalement faire partie de l'équipe chez Cortex. Ça va être court et bref. Malgré tout, là, dans le fond, moi, j'ai gradué du bac en kin à l'Université Laval. Ça fait déjà presque 3 ans. Puis suite à ça, là, j'ai décidé de me spécialiser un petit peu. Fait que j'ai fait un DESS, donc c'est l'équivalent d'une maîtrise clinique là, en kinésiologie, où j'ai fait une première spécialité là, en réadaptation, surtout physiologique, donc cardiaque, pulmonaire. Puis là, j'ai débuté aussi là, une maîtrise en commotion cérébrale. Fait que je devrais terminer cette année là, ma maîtrise en commotion cérébrale. Fait que j'ai bien hâte. Puis c'est ça, c'est pas ma première fois à la clinique. Là. L'histoire d'amour entre moi et la clinique, là, ça date de plusieurs années tout de même. Exact. Ça avait été un plaisir de te voir la première fois. Fait que là, on est chanceux, on peut collaborer maintenant avec toi. Fait que ça, c'est super. Fait qu'on rentre tout de suite dans le sujet. C'était une présentation super brève. Fait que on les aime comme ça. Question numéro 1. La plupart des gens connaissent de mieux en mieux les kinésiologues ou du moins ont entendu parler du nom. Mais peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre ta pratique à toi et celle qu'on va appeler d'un kinésiologue, on va dire plus standard ou classique? Je vais y aller surtout du fait de mon expérience puis ma spécialisation beaucoup au niveau de l'école, dans le fond, comme j'ai dit, au niveau plus physiologique. Puis, tu sais, pour tout le monde à la maison, quand je dis physiologique, on parle beaucoup d'interaction des différents systèmes du corps. Fait que c'est l'intégration surtout du cerveau avec tous les autres systèmes, puis de voir comment ça fonctionne tout le monde ensemble. Fait que moi, ma pratique est vraiment un peu s'orienter justement au niveau physiologique que musculo-squelettique, là, traiter des bobos d'épaule, de genoux. Ça, c'est un peu moins là, mon champ d'expertise. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais traiter les dysfonctions physiologiques, fait que les problèmes de communication, d'interaction du cerveau avec le corps. Puis, dans le fond, ça va toujours se faire avec tout le monde dans la clinique, évidemment. Là, chacun a son champ d'expertise, puis le mien, ça va être la partie physiologique. Puis, ce que je trouve important aussi de dire à mes patients, c'est que le but, c'est pas de les mettre en forme ou d'améliorer leurs conditions physiques, c'est vraiment de traiter un problème, soit la commotion, qui est souvent un portrait un peu plus complexe que juste un problème de genou ou un problème d'épaule, sans minimiser chacun de ces problèmes-là non plus. Super bien dit. Fait que dans le fond, si on veut te voir pour une
un problème d'épaule ou une perte de poids, c'est une mauvaise idée, mais si on se cogne la tête et la personne tout désignée pour faire ça. C'est ça. Ben, de par ma formation de base, je veux dire, je ne serais pas comme la dernière personne de la file pour pouvoir aider, mais quand même. C'est sûr qu'emmenez-moi-en des cerveaux, ça, j'aime ça. Ben, bon. Tu m'amènes à parler, en fait, là, à chaque live qu'on fait, PO puis moi, on tire soit à roche-papier-ciseaux ou à la courte paille, à savoir qui va avoir la question théorique du jour. Fait que là, c'est à savoir est-ce que j'ai gagné, j'ai perdu, je ne sais pas comment l'interpréter, mais dans tous les cas, c'est moi qui vais en parler aujourd'hui. Ce qu'on se demande, en fait, là, c'est qu'on a dit qu'on allait parler évidemment de commotion, puis qu'on allait parler d'activité physique. Ce qu'on veut savoir d'entrée de jeu, c'est comment une commotion affecte l'activité physique ou encore notre système vasculaire. Ben, c'est vraiment simple, puis je nous ramène au système nerveux qui est à l'intérieur du cerveau. Puis c'est lui qui va contrôler ce qu'on appelle la tension artérielle, puis la fréquence cardiaque. De par un trauma crânien, une commotion cérébrale, ce contrôle-là, cette gestion-là de la tension artérielle puis de la fréquence cardiaque est altérée. Ce qui fait que l'ajustement du cerveau par rapport aux besoins du corps, surtout à l'exercice, se fait pas super bien. Ce qu'on va dire qui est comme inapproprié. Fait que normalement, la tension artérielle, ça va augmenter, dans l'autre sens, ça va augmenter progressivement avec les besoins de l'effort. Mais quand on a une commotion cérébrale, ce qu'on va voir, c'est que la tension artérielle, soit qu'elle n'augmente pas, ça fait comme un plateau, ou elle peut même diminuer. Ce qui va amener toute une réponse qui est vraiment inappropriée, qui va donner beaucoup de symptômes aux patients. Puis souvent, ce qu'on va observer, c'est des symptômes comme des maux de tête, se sentir un peu dans le brouillard, être fatigué, être étourdi même parfois. Puis tout ça, c'est simplement parce qu'au final, le cerveau, il contrôle pas bien les besoins qui sont associés finalement à une augmentation de l'effort. Fait qu'en gros, c'est vraiment un manque de communication là, pur et simple, tout simplement. Super bien dit. Tu peux rendre la patente quand même complexe. Oui, c'est ça. Fait que ça part initialement de façon théorique, c'est plutôt un peu inusité comme problème, mais quand on le regarde vraiment en clinique, ça a plusieurs implications, plusieurs symptômes qui sont reliés aussi, là. Fait qu'on ne penserait pas qu'une si petite atteinte puisse faire tant de dommages là, au final. Je commence tout de suite, Caroline, ça te va avec une question du public. J'ai la chance d'être accompagné avec plusieurs skieurs acrobatiques en ce moment, puis il y a eu beaucoup de blabla là, au sujet là, de la réadaptation post-commotion cérébrale. Puis une des questions qui nous a été demandée, c'est, on sait qu'il y a un test d'effort qui est fait pour toi voir en fait la différence, là, entre autres, avec la tension artérielle ou la réponse de la tension artérielle à l'effort. Puis une des questions que nos skieurs avaient ici, c'était pourquoi le test d'effort est fait à vélo? Puis pas d'une autre façon, d'un autre type d'activité cardiovasculaire comme l'elliptique, le tapis roulant, etc. Bien, honnêtement, c'est une très bonne question. Puis, c'est pas simplement qu'une réponse organisationnelle, comme quoi un vélo, ça prend moins de place qu'un tapis roulant, comme certaines personnes pensent. C'est vraiment plus parce que le vélo va permettre d'isoler les autres atteintes. On sait que quand on a une commotion cérébrale, on a plusieurs atteintes qui sont liées. Et ça peut être au niveau du cou, au niveau du système vestibulaire, donc de l'oreille interne, au niveau des yeux. Puis le fait de faire le test sur vélo stationnaire, ça permet d'isoler toutes les autres atteintes de symptômes, puis de voir uniquement et très spécifiquement juste qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité physique puis au niveau physiologique quand on augmente l'intensité. Fait que c'est simplement pour isoler qu'est-ce qu'on veut voir là au niveau physiologique sans être biaisé par les autres atteintes. Ben, c'est bon que tu parles de ça parce que des fois, on se demande est-ce qu'on peut vraiment être spécifique ou pour la pathologie, puis pourquoi on va aller le voir. Avec ce que tu me dis sur le test de vélo, ben, c'est que s'il y a une problématique, tu es en mesure d'assurer, en tout cas, on va dire pratiquement à 100% qu'il y a un problème, il y a une problématique au niveau cardiovasculaire, si je comprends bien ce que tu me dis. C'est pas mal ça, tu comprends bien, PO. Puis même de cette façon-là, j'ajouterais qu'on prend quand même certaines mesures au niveau de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, un peu comme j'ai parlé là tout à l'heure. On regarde aussi la perception d'effort, comment les symptômes aussi là, évoluent en cours de route. Fait que c'est pas juste qu'on fait pédaler les gens sur le vélo stationnaire, on prend quand même là, plusieurs mesures là, importantes qui vont nous donner beaucoup d'informations sur l'atteinte physiologique. Je ferais du pouce là, sur ces mesures-là dans le sens qu'elles sont objectivables, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer l'atteinte, puis on est capable aussi de mesurer le progrès. Fait que ça, c'est super important auprès de nos patients d'être en mesure de dire, Colin, ma réponse à l'effort est peut-être pas parfaite, j'ai encore des symptômes à faire exemple
du vélo stationnaire, mais ma réponse est meilleure qu'il y a 4 semaines quand j'ai vu Caroline la dernière fois. Ça, c'est super encourageant. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça nous permet vraiment de voir, y a-t-il autre chose qui ne fonctionne pas? Si, exemple, il persiste des symptômes, Dans la littérature, on sait que l'activité physique, c'est super bon quand on a une commotion cérébrale. Il faut que ce soit à bonne dose et à bonne intensité, évidemment. Fait que même si on n'a pas de dysfonction physiologique, c'est toujours important de bien s'activer de la bonne façon pour aller rechercher là, les bénéfices qu'on veut au niveau de l'activité physique. Là. C'est quand même, c'est pas un coup de baguette magique, là, mais c'est pas long. Ah, c'est bon. Non, mais c'est intéressant que tu t'amènes ce sujet-là. Puis ça me fait passer à la prochaine question que tu nous avais parlé. Puis pour toi, c'est important qu'on en parle ce soir. C'était comment se déroule une évaluation cognitivo-motrice à la clinique Cortex? Parce que de tes propres dires, tu dis souvent que les patients arrivent et ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent parce que ce soit nous comme physio, peut-être qu'on n'apporte pas bien c'est quoi l'évaluation et peut-être les autres professionnels aussi. Donc là, les gens devraient être en mesure, avec ton explication de bien te vendre aux patients. Puis, je vais faire un peu de pouce Théo sur ce que tu dis. Je pense pas que c'est tant que vous le présentez ou vous le vendez mal. Je pense juste que c'est tellement méconnu, puis il n'y a pas grand monde qui font ça nécessairement non plus parce que c'est quand même nouveau, que je pense que c'est plus pour ça que les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Mais justement, pour tous les gens qui nous écoutent là, à la maison, comment ça se passe là, une rencontre avec moi en cognitivo-moteur, bien évidemment, j'accueille le patient première des choses, je lui explique un peu qu'est-ce qu'on va faire, fait que le déroulement là, de la rencontre dans l'heure qu'on va avoir ensemble, qu'est-ce qui va se passer, c'est toujours rassurant de savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire, surtout quand on ne sait pas trop c'est quoi une kinésiologue, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne-là, fait que c'est rassurant pour les patients, mais bien évidemment qu'au début, on va discuter de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'événement qui a mené à la commotion, c'est quoi les symptômes qu'on rapporte, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, fait que c'est super important de les détailler. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé, des maladies que je dois prendre en compte là, pour traiter, pour faire la réadaptation du patient. Au niveau de l'activité physique aussi, c'est différent d'une personne à l'autre. Fait qu'est-ce qu'on faisait avant la commotion? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a maintenu? Qu'est-ce qu'on a peut-être modifié, amélioré, baissé, repris, testé même. Il y a beaucoup de gens qui font des tests eux-mêmes à la maison. Ça, je le prends en compte aussi pour éviter qu'il y en ait d'autres. Fait que ça, on essaye aussi de quand même le prendre en compte. Fait qu'à la maison, ne vous testez pas trop tout seul. Mais si les gens le font, là, souvent, je les apporte à m'en parler. Fait qu'une fois que le blabla, comme on dit, est fait, ben là, je passe souvent sur un test d'équilibre. Fait que par rapport au physio, à vous deux les gars, désolé, mais je pète un peu de la broue. Moi, j'ai la chance d'avoir une plateforme de force dans mon bureau, ce qui fait que je suis capable d'objectiver, de mesurer de façon très précise le test d'équilibre. Fait que l'équilibre, les yeux fermés, les yeux ouverts sur un coussin, sur une plateforme normale, ce qui fait que ça nous permet de dire si l'équilibre est normal ou pas. Fait que ça, déjà là, c'est un gros plus. Puis surtout, vu qu'on travaille quand même assez conjointement, là, kiné et physio, ben, on est capable de savoir très bien si on doit travailler ou pas l'équilibre. Si oui, comment. Et enfin, mon petit bonbon à moi, c'est que je fais une évaluation là, cardiovasculaire, un peu comme on a parlé tout à l'heure, sur le vélo, avec évidemment la prise de mesure, la mesure aussi des symptômes là, qui évoluent tout au cours là, du test. Puis évidemment, à la fin, des petites recommandations parce que je ne laisse pas partir les gens en brume comme ça. Fait que des recommandations là, pour terminer, puis un programme aussi là, approprié avec qu'est-ce qu'on vient de mesurer. J'imagine que dans tout ce que tu nous décris, c'est pour chacun des patients qui te consultent. Par contre, il doit y avoir des spécificités en fonction des besoins de chaque patient. J'aimerais peut-être t'entendre parler de ce cas. Bien, évidemment, un peu comme on en a parlé, on a des athlètes de ski acrobatique, on a des sportifs, puis on a aussi monsieur, madame, tout le monde, travailleurs qui est arrivé un accident de travail, quelqu'un qui est juste tombé sur la glace. Juste. C'est quand même une bonne bad luck. Mais tout ça pour dire que chacun a son histoire qui est propre, puis moi, je dois vraiment m'adapter à toutes ces personnes-là. Fait que pour vous donner, mettons, des exemples, si on parle des sportifs, ça vous va? Oui. Oui. Fait que si on y va avec les sportifs, là, ouais, c'est ça, on va jaser tout le monde. Fait que
Tantôt, je parlais du test d'équilibre sur la plateforme de force, qui est plus un test, disons, statique, où on ne bougera pas, puis on va aller varier plus au niveau des yeux ouverts, des yeux fermés et du milieu. Donc, stable, instable, avec un coussin. Les sportifs, je vais ajouter un test d'équilibre qui est plus dynamique, qui demande de la précision. Fait que ça nous amène à évaluer d'une autre façon le contrôle moteur, fait comment les gens bougent dans l'espace de façon, encore une fois, très objective, très précise. Puis parfois, selon l'âge, là, souvent les jeunes âgés de jeunes, moins de 21 ans, on fait des tests de coordination, puis des activités aussi qui sont liées à leur sport. Fait que si j'ai un joueur de soccer dans mon bureau, ben je vais aller dans le gym en face, on va faire des passes, on va regarder comment il interagit avec un ballon pour voir si ça va bien. Puis évidemment, je vais inclure beaucoup d'intensité, de volume pour mettre un cadre parce que souvent les sportifs, il faut les descendre un petit peu. Il faut les mettre un peu dans une boîte, sinon ils ont tendance à vouloir en faire trop. Puis ça fait partie de mon rôle aussi de bien les encadrer pour être sûr que le retour au sport là, se fasse le mieux possible. Ben, c'est bon. Puis si tu me permets de prendre un peu de tes paroles, c'est que ce que je trouve intéressant, tu parles de la plateforme d'équilibre, puis souvent, ben, on parle des sportifs, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Souvent, les gens vont nous dire hey, je suis content parce que là, j'ai pu voir un peu là, avec les résultats, donc vraiment de façon, comme on disait tantôt, objectivable, qui restait des problèmes ou qui se sont améliorés d'un rendez-vous à l'autre avec les exercices. Fait que je pense que ça motive vraiment les gens ou ça leur permet de dire oh, il se passe effectivement quelque chose parce que ça allait pas du tout. Là. Fait que ça, c'est le fun que tu nous parles beaucoup de cet aspect-là d'équilibre et que tu es capable de le mesurer. Ça, c'est super bon. Puis comme tu dis, c'est vraiment intéressant pour les gens parce que c'est motivant de voir l'amélioration qu'il y a. Puis ça permet inversement d'attraper des petits peut-être des petites dysfonctions qu'on n'aurait peut-être pas vues puis qui sont quand même importantes à traiter là, au final. Puis si je me lance un peu plus là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, la différence au niveau des rencontres, là, c'est plus que plutôt que de viser un retour au sport ou à une intensité ou à un niveau de performance super élevé, ça va plutôt être d'aller plus en gestion d'énergie, en gestion de bénéfices d'activité physique qu'on peut retirer en bougeant de la bonne façon. Fait que je ne ferai pas nécessairement de tests de coordination très spécifiques comme je ferais avec les athlètes. Je ne ferai pas nécessairement de tests supplémentaires sur la plateforme d'équilibre, simplement parce que justement la coordination et la précision au niveau des mouvements est peut-être pas aussi nécessaire avec les travailleurs en général. Mais évidemment que le travail, chacun a quand même des exigences particulières. Tu sais, si je prends par exemple un infirmier qui va courir entre les étages, qui va transporter du matériel, soulever des patients, bien clairement qu'il faut qu'il puisse être apte à refaire son travail de façon physique. Fait que moi, je vais avoir à ajuster mes recommandations, ma prise en charge en fonction des exigences de son travail. Fait qu'au niveau de l'intensité, au niveau de la quantité, c'est sûr que si on s'entraîne pendant 30 minutes, mais qu'on s'en va faire un corps de travail de 8-12 heures, il faut le prendre en compte au final. Fait que c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Ouais, solide intervention, puis je suis content que tu nous amènes là parce que souvent les gens vont dire ils pensent pas à leur travail, pour eux c'est pas une activité physique, mais on pense, même les gens de la construction monter les escaliers, ben c'est un effort physique, puis ça peut contribuer, comme on disait tantôt, à maintenir des symptômes de commotion, fait que toi tu puisses les tester, puis que même s'ils sont, comme on disait, sédentaires, ben tu peux apporter quelque chose à ces gens-là, fait que ça c'est vraiment intéressant, fait que même pour le travail c'est utile. Puis tu sais, c'est pas. Je rajouterais aussi que c'est pas nécessaire que ce soit juste des petits symptômes à la longue. Là. Si à chaque fois que je monte les marches, ça me donne mal à la tête, puis que j'en monte 14 fois par jour des marches d'escalier, au final, ça va être tannant. Puis je veux pas endurer ça longtemps. C'est pour ça que c'est important d'agir puis de le traiter, même si ça semble pas grand-chose au début. Super bon. On a une question du public. Je salue d'ailleurs Philippe Belland là, qui nous envoie la question super bonne. Yes. On sait d'emblée que n'importe qui s'entraîne va s'améliorer par la force des choses, à force de pratiquer son activité physique. Ce que Philippe se demande, c'est à force de faire le test, est-ce qu'on peut biaiser les résultats du test d'équilibre? C'est une bonne question. Puis, je te dirais que dans la littérature, ce que j'ai pu rassembler comme information, c'est que pour avoir un effet d'apprentissage, il faudrait faire le test souvent puis à plusieurs répétitions dans un court laps de temps. Souvent, moi, les réévaluations au niveau de l'équilibre, ils sont étalés sur plutôt
un minimum de 4 semaines, parfois plus. Fait que souvent, il faut que je réexplique aux gens c'est quoi le test parce qu'ils s'en rappellent pas. Fait que l'effet d'apprentissage, oui, au début, on pensait le considérer, mais si, évidemment, je faisais ce test-là à chaque semaine, par exemple, avec des athlètes, là, ce serait plus à considérer. Mais comme c'est plutôt aux 4, 6, 7, 8 semaines et plus, là, on n'a pas besoin de s'en faire là, côté apprentissage. Super. Une autre question qu'on avait de la part de... Oui, ben, puis il y a quelqu'un qui a volé notre job, PO, qui a pris la balle au bon à notre place. Ça c'est parfait, j'aime ça. Marie-France alors, que je salue aussi. Dans le fond, c'est une question qu'elle nous pose pour le vélo, mais je pense que j'aimerais ça que tu y répondes aussi là, pour la plateforme de force que tu utilises pour les tests d'équilibre. C'est à savoir, pour ces deux tests-là, là, que ce soit le test d'équilibre ou le test d'effort à vélo, est-ce qu'il y a des données, appelons ça normatives, en fonction de l'âge et du sexe des patients que tu évalues? Pour le test d'équilibre, oui. Dans le fond, moi, quand je prépare le test, je vais rentrer l'âge, je vais rentrer la taille du patient. Fait que c'est sûr qu'en fonction de, si, mettons, j'ai quelqu'un de 6 pieds versus un jeune de 4 pieds 6, 7, bon, peut-être moi avec mon disons de mes 5 pieds, c'est sûr que le niveau d'oscillation va être différent. Fait qu'il faut ajuster la machine en fonction que quelqu'un de plus grand va nécessairement bouger un peu plus que quelqu'un de tout petit qui est plus près du sol avec un centre de gravité là, plus stable, plus solide. Fait que oui, il y a des données normatives, puis ça, c'est tout à l'intérieur de la machine. Ce qui fait que moi, quand je fais mon interprétation, je le prends en compte aussi, là, la machine ne veut pas m'aider un peu dans cette interprétation-là. Par contre, pour le test d'effort, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Dans le sens où, comme on n'évalue pas la condition physique de la personne, mais plus sa réponse au niveau des symptômes, ce qu'on va observer, c'est plus une tendance. Dans le sens où ce que je veux voir, c'est la tendance de la tension artérielle, à quoi elle ressent. Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle stabilise ou est-ce qu'elle descend? Puis ça, il n'y a pas nécessairement de normes en tant que telles qu'on va suivre, qu'on va observer, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes ou quoi que ce soit. Il faut toujours que la tension artérielle augmente de façon là, progressive? Oui, c'est ça, progressive à l'intensité qu'on fait faire. Super, très, très bon. Non, c'est bien parce que souvent les patients, Bastien, peut-être que tes patients te le rapportent aussi, des fois sont un peu fâchés quand ils reviennent nous voir après t'avoir vu. Ils disent « Ah, mais là, pourtant, je venais de faire un palier, puis Caroline m'a tout de suite arrêté en disant « Non, la tension ne marche pas. » Puis ils disent « Mais pourtant, j'avais même pas sué. » Fait que c'est dans ce temps-là que comme tu nous dis, que ça soit, si ça reste stable pour différents paliers, déjà, ça nous indique qu'il y a une problématique, même si on n'est pas à effort super intense. Là. Fait que c'est bien que tu nous dises qu'il n'y a pas de... Les normes, ben, c'est toi qui les fais en voyant les chiffres. Un peu, puis tu sais, c'est un peu pour ça que moi, je prends quand même beaucoup de mesures au niveau de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Ça me permet justement de prévenir des augmentations de symptômes. C'est sûr que oui, j'aurais pu continuer le test, mais à quel prix? Tu sais, les symptômes, ils auraient augmenté là, en belle flèche par en haut si on avait fait ne serait-ce que 2 minutes de plus. Puis moi, en prenant mes mesures, je suis capable de justement d'attraper la balle au bon, de dire on va arrêter là, sinon ta journée elle va être terminée. Là. Fait que moi, l'important, c'est vraiment de ramasser les informations en toute sécurité pour faire le meilleur programme possible. Super bon. On a d'ailleurs plusieurs professionnels de la santé qui nous écoutent à soir, des enseignants, des entraîneurs, probablement des coachs de différentes disciplines. Puis, tu sais, pour eux, c'est un peu difficile de savoir si c'est une commotion. Les symptômes, souvent, peuvent se mélanger entre différents systèmes, c'est-à-dire la commotion pure, là, quand ça vient juste d'arriver la cascade chimique. Ça peut être aussi le coup qui peut donner des symptômes. On en a déjà parlé dans le passé. On a un Facebook Live sur le système vestibulaire, les étourdissements qui peuvent être provoqués suite à un trauma à la tête aussi. Ce qu'on veut savoir, Caroline, c'est toi, ton champ d'expertise, là, tout ce qui est la physiologie de l'exercice. Ben, c'est quoi les signes et symptômes qui y sont associés? Comment on fait pour savoir qu'il y a une atteinte vasculaire chez notre patient, chez un athlète, chez monsieur, madame, tout le monde, chez notre cousin, notre sœur? Bien, très bonne question. Puis honnêtement, c'est quand même difficile à dissocier quand on n'est pas au courant, quand on ne le sait pas, parce que ça peut vraiment se ressembler justement avec le système vestibulaire. Mais souvent, les symptômes, ils vont être observés à l'activation, je dirais, parce que quand on est au repos, notre tension artérielle, elle ne bouge pas vraiment. Fait que le cerveau, il est relativement en mesure de répondre à nos besoins sans que ça crée des symptômes. Le problème, c'est quand on s'active. Aussi petite l'activation soit-elle, ça peut être juste une mini-marche de 10 minutes, pelleter, faire la vaisselle, juste faire la vaisselle, là, il y a des gens qui ça les scrap. Ce qui fait que souvent, c'est en s'activant légèrement que les symptômes vont apparaître.
Par contre, encore une fois, je te retourne un peu la balle, Bastien, en disant que les symptômes sont super variables. Ça varie d'une personne à l'autre. Typiquement, ce que je peux dire, c'est que ça va beaucoup être des maux de tête, une pression, comme si j'avais un casque qui était trop serré sur ma tête, qui pèse, sentir son pouls aussi dans sa tête, avoir une sensation de faiblesse, comme si j'allais m'évanouir. Fait que ça arrive là souvent. Souvent, les gens me disent aussi, puis ils trouvent ça curieux, ce qui est tout à fait normal aussi. Caroline, je suis plus facilement essoufflée. Ça aussi, c'est normal. C'est que quand notre tension artérielle ne suit pas, l'essoufflement, il va être exacerbé pour essayer de compenser. Fait que l'étourdissement, un peu aussi, comme je disais, ça ne nous aide pas à recouper le système vestibulaire par contre, mais il faut prendre en compte parce que des modifications brusques au niveau de la tension artérielle, ça peut malheureusement amener aussi des étourdissements. Fait que dans certains cas, puis ce qu'il y a de différent aussi avec le système vestibulaire, c'est que les symptômes, ils peuvent durer des heures, puis je me lancerais même à dire des jours. Des fois, malheureusement. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons que je dépasse ma limite, puis qu'au lieu de faire une marche de 10 minutes, ben, je décide d'aller faire une rando de 2 heures en raquette. Hein? Ben, ça se peut que je ne file pas pendant 4-5 jours. Puis, c'est pas que ça ne soit pas normal, ça va être normal parce que je vais avoir beaucoup trop dépassé mes limites au niveau de ma commotion cérébrale. Super bon. De là, l'importance de faire notre test pour que tu puisses bien guider les gens. Exactement. Parlant de test, on a encore une question du public. Ça commence à dérouler, Caroline. Bon. Tu vas te faire fusiller, ce ne sera pas bien long. Puis, si tu me permets, j'oserais répondre à la prochaine question qu'on a. Tu me corrigeras si je dis des folies. J'espère que ça va être corrigé. Out! J'ai quand même des données probantes qui datent de 2020. Fait que j'ai le goût de dire que je devrais être update à jour à ce sujet-là. Dans le fond, on a M. Louis Beaupré, qu'on salue d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, M. Beaupré a déjà eu la question de la soirée. Il nous avait surpris avec une très bonne question dans nos premiers lives. J'y vais de mémoire. Bref, on vous salue. Dans le fond, la question de M. Beaupré, c'est est-ce que les parents devraient aller faire tester leur enfant qui fait un sport plus à risque avant le début de la saison pour avoir un comparatif si jamais il y a une commotion? En fait, c'est un service que la clinique Cortex offrait auparavant. Puis sans dire qu'on a cessé, on a diminué l'offre, et je vais l'expliquer ici, c'est que la littérature démontre que, surtout chez les plus jeunes, je vais dire 18 ans et moins, par contre, une fois, Caroline pourra me corriger, il y avait trop de changements, fait que finalement, nos baselines, nos tests de base, nos comparatifs étaient peut-être pas bons. Par contre, c'est un service qu'on offre encore là, à tous ceux qui sont bien plus à risque, puis nos athlètes là, de niveau, appelons ça là, élite, relève, espoir, etc. Est-ce que je me trompe, Caroline, ou c'est pas pire? Tu as tout à fait raison. Puis même, je ferais du pouce dans le sens où tu parlais des 18 ans et moins. Oui. À la période de l'adolescence, je veux pas être plate, mais ça pousse comme la mauvaise herbe, les ados, les enfants. Pour utiliser une expression de par chez moi. Oui. Ce qui fait que c'est sûr que si on fait un test, un baseline, comme on appelle, en pré-saison, comme en août, en septembre, puis que l'athlète fait une commotion en janvier, ben ça se peut qu'il ait pris 2-3 pouces dans le temps de le dire. Fait que ça va venir biaiser notre interprétation juste simplement parce qu'il va avoir grandi. Fait que les normes, l'interprétation là, vont être différentes. Bien répondu, merci. Bonne réponse. Fait que, PO, je m'excuse, mais j'avais raison. Ouais, c'est bon. J'enchaîne en fait parce que PO a une question pour toi, Caroline, mais on a aussi Jonathan Hudon, que je salue une fois de plus, qui, je pense que c'est des choses qui se rejoignent, fait que j'oserais poser les deux questions à la fois. Ben, vas-y, je te laisse aller. Dans le fond, ben, premièrement, il nous salue, il nous demande comment ça va. Non, c'est pas vrai. Ce qu'il demande, dans le fond, c'est que des fois, on n'a pas la volonté ou d'autres raisons plus ou moins valables pour reprendre l'entraînement. Puis ce qu'il veut savoir, c'est s'il y a des choses, des éléments à surveiller lorsqu'on décide de reprendre l'entraînement pendant la guérison d'une commotion, c'est-à-dire comment on sait est-ce qu'on s'arrête, se contrôler soi-même, tout ça. Puis je vais peut-être laisser PO compléter là, avec sa question à lui, parce que je le répète, je trouve que ça va un peu de pair. Je te laisse aller, Caroline, si tu veux répondre peut-être à Jonathan, puis j'irai avec la question rapide. Okay, comme Bastien, ça va bien enchaîner, c'est bon? Hein? Parfait. Ben, pour répondre à la question, il n'y a pas nécessairement de red flag, si je peux dire, ou de drapeau rouge à surveiller quand on s'active. Évidemment, le classique, là, vomissement, augmentation vraiment importante des symptômes, comme on entend beaucoup parler. Puis ça, je ne m'étendrai pas trop là, sur le sujet, vu que ça a déjà été parlé dans d'autres lives, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment d'y aller de pair avec les symptômes. Fait que si je vois que mes symptômes augmentent quand je m'active, bien évidemment, c'est de ne pas persévérer à l'intérieur de ça parce que plus je dépasse ma limite,
plus longtemps je vais avoir des symptômes par après. Donc, plus de temps, ça va me prendre à récupérer. Puis évidemment, si je fais cette action-là de dépasser ma limite à répétition, ben, je vais ralentir ma guérison, ma réadaptation, tout simplement. Fait que je dirais que le mot d'ordre le plus haut placé qu'on doit respecter, c'est vraiment d'y aller avec les symptômes. Puis si tu me permets de renchérir, j'espère que là, c'est moi qui ne se trompera pas, sinon je vais me faire écœurer quelques jours, mais tu sais, si les gens prennent ça d'eux-mêmes, donc l'initiative de faire X, Y activité, tantôt tu nous parlais, il y a plusieurs systèmes qui peuvent donner des symptômes, que ce soit le cervical, que ce soit le système vestibulaire, qui est notre système d'équilibre. Donc, si je fais une activité, je vais peut-être créer des problèmes chez tous ces systèmes-là, puis là, ben, nos symptômes pour 4-5 jours vont être amplifiés. Fait que de faire attention, peut-être de te consulter ou d'avoir un bon guidelines de quoi faire. Je me trompe pas, là? Bastien, non, t'as raison. Je t'aurais interrompu si tu t'en allais dans la mauvaise voie. OK, c'est bon, excellent. Je vais avec une grosse question, des questions qui font toujours tabac, donc qui est mythe ou réalité. On entend souvent dire que dans la phase aiguë, puis bon, je ne blâme pas les médecins, mais il y a plein de gens qui disent ça aussi. Dans la phase aiguë d'une commotion, il faut se reposer, donc éviter toute activité physique. Mythe ou réalité? Ben, Pierre-Olivier, je te laisserai. Vas-y avec ta réponse. Avant que je réponde. Ben là, là, tu me prends un peu, je vais te dire. Ben, je pense qu'il faut faire attention. Oui, il y a une période de repos qui peut être faite parce que je peux avoir beaucoup de symptômes, mais je pense qu'il faut que ce soit court. Il y a une différence entre être actif et être sportif. Bonne réponse. Okay, 100%. cool. Vas-y, Bastien. Je pense que j'ajouterais qu'on parle de repos relatif. Ça veut dire de ne pas se rendre à l'exacerbation, à l'augmentation de symptômes ou l'apparition de nouveaux symptômes. Fait que c'est pas de rien faire, mais de ne pas en faire à l'excès. C'est un peu ça. Fait que pour ramasser un peu vos deux idées puis ajouter un peu ma touche, mon expertise, c'est vraiment un mythe, honnêtement, ou une croyance qui date quand même de quelques années, mais je dirais pas d'une autre époque. C'est pas à ce point-là. Tout ça pour dire que de plus en plus, l'activité physique, ça ressort comme un moyen de traitement, même, je dirais, pour les symptômes de commotion. Fait qu'avant, on savait que c'était bon, mais sans plus. Puis on savait pas trop à partir de quel moment il fallait introduire l'activité physique, combien de temps et tout ça. Maintenant, ce qu'on sait au niveau scientifique, puis 2021, Bastien, ce qu'on sait, c'est qu'à partir, dans les premières 48 heures, suivant un trauma crânien où on suspecte une commotion, on va prendre du repos relatif, comme tu disais, puis on va accepter des légères périodes d'activation. Je vais dire des périodes un peu pour prendre l'air. Fait que, tu sais, un petit 10 minutes dehors, tranquille, dans ma cour, à me promener dans la rue, faire des allers-retours. Pas même plus que 10-15 minutes, juste pour dire qu'on ne veut pas se créer de symptômes en marchant, surtout s'il y a des atteintes qui sont impliquées, notamment au niveau vestibulaire. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'une commotion, typiquement, ça récupère entre 7 à 10 jours chez les adultes, ce qui fait que jusqu'à 14 jours, à partir plutôt de 14 jours après la commotion, c'est correct d'augmenter l'intensité, mais c'est là qu'on va avoir besoin d'être guidé. Simplement pour adapter selon le cas de chacun, parce que là, on est à risque de chroniciser notre condition. Ça veut dire que nos symptômes perdurent dans le temps. Puis évidemment, plus ça prend de temps, plus que nos symptômes s'accumulent au travers du temps, plus que ça va te prendre de temps à guérir. Fait qu'évidemment, si mon activation est un peu faite tout croche finalement, ben on va se trouver des bénéfices de l'activité physique, d'un traitement efficace, même je dirais, contre la commotion cérébrale, d'une réadaptation physiologique, puis bien évidemment, l'activité physique, on le sait, ça fait du bien au niveau de l'humeur. Bonjour la pandémie. Puis ça nous aide à mieux dormir. Fait qu'évidemment qu'on a besoin d'être guidé pour que ce soit fait de la bonne façon pour aller chercher le plus de bénéfices possible. C'est super bien dit, Caroline. Puis une chose que les gens oublient, mais les troubles du sommeil, c'est un symptôme de la commotion cérébrale. Puis le fait de trop s'activer, je vais utiliser dans le jargon, on dit souvent s'irriter, c'est quelque chose qui va nous amener aussi des troubles du sommeil, ce qui fait que d'avoir justement le bon dosage que tu nous proposes, bien, ça nous permet d'être
bullseye, direct dans la cible, puis nous permet justement de bien dormir, d'avoir Exactement. maximisé l'effet des endorphines. À Très, ce très sujet-là, bonne on a un commentaire d'une ex-patiente, Caroline, qui nous dit là, que les plans sont toujours très clairs sur quoi faire si on a des symptômes à l'effort, retour à l'étape précédente, augmentation graduelle, puis elle te remercie, bref, pour ton support et tes explications. Fait que, Ben, ça me fait plaisir. je lance les fleurs, ça y Ça a est. déjà été vendu, c'est bon. Oui, vas-y, Théo. Ben, je ne sais pas si tu me permets, Caroline, j'ai une petite question là, de mon propre chef initiative personnelle. Là. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent présentement, sans nécessairement parler d'âge, là, mais est-ce que c'est un peu le même critère pour des enfants ou adolescents? Tu sais, le premier 48 heures, comme tu disais, c'est activation 10-15 minutes. Est-ce que c'est valide aussi pour des jeunes ou c'est différent? C'est valide, puis même, je dirais que pour les jeunes avec un cerveau qui est en développement, on va extensionner ce 48 heures-là à même un 72 heures. Fait que plus un 3-4 jours où on va faire attention. Puis chez les adultes, quand je parlais d'un 2 semaines, un 14 jours, à partir duquel là, ça peut être intéressant de consulter. Les enfants, les adolescents, ils peuvent prendre jusqu'à facilement un 30 jours à récupérer normalement. Okay. Simplement parce que leur cerveau est beaucoup plus en développement, il se passe plus de choses à l'intérieur, fait qu'il est déjà plus un peu bousculé, pour dire ça ainsi. Fait que quand on amène une commotion dans le décor, ça prend nécessairement plus de temps. Fait que pour les jeunes, on peut s'attendre parfois à avoir des symptômes de commotion jusqu'à 30 jours, puis c'est considéré comme normal, malheureusement. Rien n'empêche de venir consulter pour prendre l'avance sur les symptômes. Rien n'empêche que ça dure le 30 jours. Fait qu'il n'y a rien qui n'empêche de prendre l'avance et puis de devancer les symptômes. Mais sachez que pour les parents à la maison, là, que d'avoir des symptômes jusqu'à 30 jours chez un enfant, un adolescent, c'est malheureusement normal. Okay. Super clair. Parlant de normal ou de perdure, on a une question de Mme Catherine Plamondon qu'on salue aussi. Elle demande, est-ce que les changements physiologiques sont présents tant chez ceux dont la commotion est récente que chez ceux dont les symptômes perdurent depuis plus longtemps? La réponse est absolument. Puis, pour lancer, je nommerai pas de nom, mais des cas qui arrivent plutôt plus ou moins fréquemment, disons, à la clinique, c'est des gens qui ont essayé de se traiter un peu tout seuls à la maison, qui n'ont pas cherché d'aide. Puis là, ça fait 2 ans qu'ils ont leur commotion, sont encore aux prises avec des symptômes. Finalement, je les embarque sur le vélo, on observe une dysfonction au niveau physiologique qui perdure après 2 ans. On fait un programme de réadaptation, un suivi adéquat, puis il n'y en a plus de problème. Exact. Il y a moyen de traiter tout le monde, que ça fasse 2 semaines qu'on a une commotion, que ça fasse 2, 3, 4, 5, 10 ans. C'est simplement que ça va prendre plus ou moins de temps à traiter cette dysfonction-là. Je pense que les gens, des fois, sont intimidés par la clinique Cortex parce qu'ils savent qu'on est des experts dans ce sujet-là, mais vous n'êtes pas obligé de courir les cliniques autour, puis quand ça ne marche pas, venir chez nous. Vous pouvez commencer chez Cortex et avoir une prise en charge adéquate dès le départ. On fait pas peur. J'ai pas encore mis mes cornes de diable. On n'est pas samedi soir. C'est ça, ça va. On a parlé de tôt, on a parlé de tard, j'aimerais parler de fin. On a Mia Fontaine, que je salue d'ailleurs, là, qui doit être 2 étages en haut de moi présentement. Elle nous demande, c'est quand le moment où est-ce qu'on sait qu'on est complètement rétabli d'une commotion cérébrale? Je vais y aller avec 2 réponses, deux parties de réponse pour cette question-là. La première, c'est que, évidemment, moi, dans mon suivi, je fais pas seulement qu'une réévaluation sur le vélo stationnaire, on fait un suivi au fil du temps. Fait que la première, c'est que quand moi, j'observe plus de dysfonction dans les mesures que je prends au niveau de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, puis quand il n'y a plus de symptômes non plus qui apparaissent jusqu'en intensité élevée, voire même très élevée, puis parfois maximale dans certains cas. Fait que je dirais que c'est des mesures correctes, voire bonnes, comprends, corrélées et qui vont de pair avec une absence de symptômes qui font qu'on peut penser que notre commotion, notre dysfonction vasculaire est guérie. La deuxième des réponses, c'est en concertation en équipe inter, parce qu'évidemment, c'est pas moi la seule qui décide si la commotion est guérie. Malheureusement, j'aimerais ça, mais je peux pas. Fait que c'est tout le monde ensemble qu'on va décider, en physio, le cervical, il donne ça encore des maux de tête? Oui, OK, on va continuer de traiter ça avant qu'on retourne graduellement aux activités. Parfois, c'est de mon côté que ça accroche à la fin. Puis sinon, si mon côté c'est correct, mais qu'il reste du vestibulaire, il reste du cervical, un neuropsychologue aussi dans le dossier. Parfois, c'est vraiment en équipe qu'on va prendre la décision de dire, est-ce qu'on considère que la commotion est guérie ou non? Fait que je pense que c'est vraiment une concertation en équipe. Puis à la maison, c'est là que ça devient un peu difficile d'y répondre
mais je dirais que c'est tout simplement par l'absence de symptômes complètes, voire totales. Je donne une super bonne réponse, Caroline. Je donne souvent l'exemple ou l'image de l'émission là, American Got Talent. Puis ce que je dis, c'est qu'on est un peu comme les juges, puis on a besoin du buzzer de tout le monde pour passer à la prochaine étape. Fait qu'on a beau avoir eu un beau gros verre de la part de PO parce qu'il dit que le coup est correct. On a beau avoir eu un beau gros verre de la part d'Annie Malo, la spécialiste du vestibulaire, l'experte du vestibulaire chez Cortex. Si Caroline a dit non, la réponse à l'effort n'est pas bonne, ben on ne retourne pas sur le terrain de soccer, on ne retourne pas sur le terrain de football. Donc, c'est une très bonne réponse. Oui, je suis d'accord avec ça. Parfait, ça. T'avais-tu, on continue, c'est bon, là, parce que j'ai vu que ça défilait tantôt, là, fait que là, je me suis dit, y a-tu des questions? Sinon, ben, on y va, là. Tu sais, en fait, tantôt, tu parlais, Caroline, que tu donnais des plans supervisés, là, les gens ont déjà dit que c'était des plans très bien écrits, fait que bonne nouvelle, ils vont avoir un bon plan de match, mais bon, étant donné que le retour se fait souvent à distance, donc les gens font les choses chez eux, est-ce que l'activité physique peut donner des symptômes? Puis qu'est-ce qui est considéré normal selon ton expertise là, dans le retour progressif à l'activité? Bien, tu l'as dit un peu, puis malheureusement, la pandémie nous fait prendre un peu de ça, que parfois, ben, il faut être autonome à la maison aussi. Fait que c'est sûr que moi, j'adapte un programme de réadaptation aux gens, puis j'estime un peu une progression vers laquelle ils vont évoluer au cours de, disons, 3 ou 4 semaines. Évidemment, je suis pas parfaite, je peux me tromper. Ce qui fait que je donne toujours des trucs aux patients pour pouvoir s'auto-gérer à la maison. Puis ça passe par justement qu'est-ce qui est acceptable au niveau des symptômes. Souvent, ce que j'enseigne aux gens, c'est de leur demander, de leur apprendre en fait à se questionner. Avant que je commence ma réadaptation, mon activité physique, c'est quoi mes symptômes? Ils sont à combien? Sur une échelle de 0 à 10. Fait que première étape, c'est vraiment de prendre conscience de comment je me sens avant de débuter. Suite à ça, je vais regarder, ben, ce que je vais tolérer en fait durant ma réadaptation, c'est une augmentation des symptômes qui est minime, qui est légère. Fait que je vais tolérer 2 codes sur 10 de plus. Puis quand je dis tolérer, je vous donne un exemple. J'ai mal à la tête, un bon mal de tête de commotion. Avant de partir faire ma réadaptation, je décide qu'il est à 3. 3 sur 10. Je fais ma marche, ma réadaptation, il augmente à 4. C'est pas le fun, mais c'est pas assez pour me faire arrêter. Je continue. Si mon mal de tête sera à 5, et là, je dis mal de tête, mais c'est ça pour n'importe quel symptôme. Étourdissement, fatigue, nausée, n'importe. Là, c'est le temps d'arrêter. Sinon, il y a ça, c'est la consigne pour les symptômes qui sont présents au début. Puis sinon, il y a la consigne aussi pour les nouveaux symptômes qui apparaissent. Fait que mettons que j'ai pas de mal de tête avant de partir, puis que subitement, pendant que je fais ma réadaptation, il apparaît. Le petit câline, ben, ça va être le temps que j'arrête. Fait que là, je vais réduire l'intensité. Évidemment, si je suis partie à la marche, j'arrêterai pas d'un coup sec. Je vais ralentir mon intensité, faire comme une récupération active, qu'on appelle, d'un 3 à 5 minutes, puis je vais me rendre à la maison. Suite à ça, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec les symptômes? Je continue dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où je rentre avec une autre consigne. Il y en a beaucoup des consignes avec moi. Oui. Tout est écrit, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tout est dans le programme. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler. Fait que ce qui arrive quand mes symptômes augmentent et que j'arrive à la maison, c'est que je vais prendre 1 heure. Puis là, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec ces symptômes-là à l'intérieur de l'heure dans laquelle j'arrive. Si les symptômes reviennent au niveau initial, et là, je parle bien du niveau initial, faire attention, pas 0. Parce que si je suis partie, j'avais mal en tête à 3, je ne m'attendrai pas que coup de baguette magique, ça retombe à 0. Fait que je peux voir combien de temps ça prend avant que mon mal de tête revienne à 3 avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si ça prend moins qu'1 heure, parfait, je continue dans ma réadaptation normalement, c'est correct. Par contre, si ça prend plus qu'1 heure, ça veut dire que j'ai dépassé ma limite. Ça veut dire que Caroline, sa progression qu'elle m'a donnée est un petit peu trop vite. Fait que là, il faut l'ajuster. Fait que je vais reculer un petit peu là, dans ma réadaptation. C'est tout indiqué dans les programmes comment faire. Je l'explique là aux patients aussi. Fait que mon rôle, c'est justement de les accompagner. Que si, je fais le yo-yo en 2 étapes, vous m'écrivez, on trouve une solution, puis on adapte le tout. Ça peut pas être plus clair que ça. J'ai d'ailleurs une question du public qui finit peut-être un peu la question qu'on vient de poser. Je salue d'ailleurs, là, c'est un étudiant en physiothérapie, Félix-Antoine Tivierge, fier représentant de Fusion Interactive avec le Collège Notre-Dame-de-Foix, pour pas le nommer. Les meilleurs. Yes, on voit qu'il est très éduqué.
Dans le fond, Félix nous demande, là, est-ce que le diabète ou l'hypertension artérielle, comme on sait que ça joue là, sur la tension artérielle, est-ce que ce sont des facteurs de mauvais pronostic à cause de la condition associée finalement? J'aurais tendance à dire qu'actuellement, dans la littérature, non. Il y a une étude, puis je me demande même si c'est pas une méta-analyse, qui parle de 12 ou 14 facteurs de récupération prolongée d'une commotion cérébrale. Actuellement, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies métaboliques ou chroniques, pour dire ça ainsi, ils sont pas présentes. Ce qui fait que c'est pas garanti que si j'ai de l'hypertension artérielle, que je suis plus à risque de faire d'avoir une récupération prolongée. Puis je me lance un peu dans l'explication scientifique vu qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de physio, de kin qui nous écoutent. Je vais garder ça simple tout de même. C'est simplement que l'hypertension artérielle, c'est pas le cerveau qui contrôle ça. C'est vraiment une augmentation des résistances au niveau périphérique qui cause l'hypertension artérielle, ce qui fait que quand on a une commotion, hypertension ou pas, on est tout de même à risque, comme tout le monde, d'une dysfonction au niveau physiologique. Super bon. Moi, j'ai compris, c'est parfait. Ah bon, mais merveilleux. Si tu as compris, tout le monde comprend. Ouch! On vient tout juste de parler là, avec Théo là, du retour à l'activité physique, comment savoir si on en fait trop, tout ça, etc. Moi, j'aimerais peut-être aller voir, appelons ça l'aspect positif de la question, c'est-à-dire, si jamais tout va bien, comment on fait pour savoir qu'on est rendu à l'étape d'après? C'est quoi ou je devrais dire tes recommandations là, pour ajuster vers le plus, finalement, l'augmentation de niveau d'activité physique de ton programme de réadaptation? Ben, c'est une très bonne question. Puis honnêtement, tu l'as dit, c'est vraiment ce qui s'en vient par la suite. C'est toujours en fonction de la tolérance, c'est-à-dire l'augmentation versus la vitesse, comme je parlais de récupération, de résorption des symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des activités physiques, il y en a qui sont moins bien tolérées par le cerveau que d'autres. Et là, je vais mettre toutes les activités cardiovasculaires, c'est-à-dire la marche, le vélo stationnaire, l'elliptique dans le même bain. Donc, les activités physiques qui vont aller nous donner chaud, faire augmenter notre fréquence cardiaque, qui vont nous faire bouger. Donc, mettre le corps en mouvement sans forcer beaucoup musculairement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser toujours le cardiovasculaire d'abord, jusqu'en intensité élevée, très élevée. C'est sûr que si je tolère un petit peu l'activité physique, mais dès que j'augmente, ça passe pas, je n'irai pas m'entraîner dans un gym à soulever des poids. Fait qu'on commence toujours par le cardiovasculaire, c'est ça qui fait du bien au cerveau, c'est ça qui permet de traiter la dysfonction au niveau physiologique. Une fois que le cardio est toléré en intensité très élevée, là, on peut penser à ajouter graduellement toujours de la musculation. Puis là, dans les activités de musculation, je vais mettre au risque de me faire crier dessus, je vais rajouter le yoga là-dedans. Simplement parce que le yoga, comme vous savez, les gars, je veux dire, si vous l'avez déjà essayé, je veux dire, moi, je suis comme une barre de fer. Maintenir une position statique longtemps, ça force. C'est dur. Puis, c'est surtout dur au niveau musculaire. Ce qui fait que le cerveau considère ça difficile au même titre que soulever des poids. Puis, la musculation, ça induit beaucoup plus de changements au niveau de la tension artérielle que le cardiovasculaire. Fait que c'est souvent moins bien toléré. Fait que le mot d'ordre, c'est on améliore le cardio. Quand on est rendu au max, on rentre la musculation qui suit ensuite. Ah, c'est bon que tu nous apportes ce point-là, Caroline, parce que c'est souvent quelque chose que ce soit physio ou kin, on va se faire poser la question en clinique, je vais faire du yoga, c'est vraiment relax, mais je pense qu'il faudrait couper ce petit bout-là du Facebook, là, puis le propager partout, là, pour que les gens comprennent que c'est ça, peu importe le sport, ben, comme tu disais, c'est l'activité cardiovasculaire qui est très importante. Il faut mettre l'accent là-dessus. Puis qu'après, on peut progresser à autre chose. Là, mais c'est vraiment intéressant. Je suis content que tu l'aies amené. Là. Je pense que ça répond à beaucoup de questions. Bien, si plus de gens peuvent m'entendre dire ça, ben ça éviterait plusieurs tests et plusieurs patients qui arrivent avec beaucoup de symptômes ou qui me disent Crème, je pensais faire du yoga pendant ma commotion, mais ça ne marche pas. Fait que partageons la bonne nouvelle, comme on dit. All right. Ben, prochaine question qui est un peu dans la lignée. On parlait de retour à l'activité. Probablement que plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, vous avez entendu parler du protocole de retour au jeu suite à une commotion. Je vous le résume très brièvement pour les gens qui sont peut-être moins familiers. Donc, c'est un protocole qui est sur plus ou moins une semaine. Donc, jour 1, on était repos.
Jour 2, on ferait une activité très légère comme marcher, vélo. Jour 3, ben, ça serait une activité modérée, individuelle. Jour 4, jour 5, jusqu'à jour 7. Pour ceux qui suivent la NFL, ben, on a eu le cas du corps arrière des Chiefs de Kansas City qui a fait un protocole, on va dire, exemplaire, qui est retourné rapidement au jeu, même en bas de 7 jours. Donc, déjà, le protocole. Ma question, c'est pas de critiquer, puis c'est pas de te mettre sur la patinoire, Caro, mais selon toi, est-ce que la majorité des gens peuvent s'en sortir avec le protocole sur 7 jours? Ou bien c'est important d'aller faire un test à l'effort plus poussé avec toi, avec des données objectives? Bien, au risque d'aller patiner, justement, en répondant à cette question, je dirais que le protocole, initialement, il a été fait en prenant en compte que des adultes, ça le récupère en dedans de 7 à 10, 14 jours. C'est-à-dire que c'est surtout fait pour des gens qui n'ont pas de facteurs de récupération prolongés. Merci à l'étudiant en physio qui a posé la question pour l'introduire. Donc, et dans le fond, je parle de facteurs de récupération prolongés, mais aussi d'historique de commotion. Fait que dès qu'on a quelqu'un qui présente un des 12-14, ce qui est quand même pas peu, facteurs de récupération prolongés. Puis pour en nommer quelques-uns, on a être de sexe féminin, malheureusement. Être d'âge pédiatrique, c'est-à-dire être un enfant, un adolescent, avoir le cerveau qui est encore en croissance, avoir des antécédents de migraine, des antécédents de dépression, de burn-out, avoir un déficit de l'attention, le fameux TDA, qu'il soit avec ou sans H, puis même d'avoir d'autres atteintes commotionnelles, par exemple au niveau vestibulaire, pour ne dire que ça, on est à risque d'avoir des symptômes persistants. Fait que oui, même si on n'a pas ces facteurs-là, il y a des gens qui sont à risque d'être lents à récupérer, comme on dit. Ça, c'est pas encore clair pourquoi tout à fait. La recherche est quand même gros en effervescence et qu'on se tient à jour chez Cortex. Mais ça nous amène à comprendre que le protocole, il n'est pas pour tout le monde. C'est qu'il laisse quand même de côté une bonne partie de personnes, puis c'est là que nous, les professionnels, puis que ma profession prend de plus en plus d'ampleur, au sens où on doit individualiser puis prendre en charge ces gens-là rapidement avant qu'on ait le fameux cas du « j'ai essayé de me traiter tout seul à la maison, me voici 2 ans plus tard avec encore des symptômes ». Fait que c'est sûr que si, comme je disais, on a une dysfonction à l'effort, ben il faut l'investiguer parce que sinon, on va traîner ça longtemps, on est à risque de refaire plus facilement aussi une commotion. Fait qu'il faut dire que quand on a une commo qui n'est pas traitée, on est à risque plus facilement d'en faire une autre. Fait que c'est sûr que si quelqu'un n'est pas capable de marcher 15 minutes, mais qu'il n'y a plus de symptômes au repos, ça accroche encore. D'où le fait qu'il faut le traiter, puis même si on a un protocole qu'on a suivi pour revenir au travail, qui dit qu'on n'a pas de symptômes au repos, c'est correct. Mais si, quand je monte les escaliers, j'ai le pouls dans le temple, j'ai mal à la tête quand je marche 10 minutes, ça ne fonctionne pas. C'est une bonne réponse. On a d'ailleurs, pour ajouter là, un peu à la question, là, on a Laurent Issa, qu'on salue, qui s'occupe là, des sports dans une école, qui a donc régulièrement affaire à des athlètes qui ont malheureusement subi des commotions. Probablement un petit peu moins cette année, mais tout de même. Évidemment, ça arrive aussi qu'il y a certains de ces élèves-là qui ne sont pas suivis par une équipe d'experts là, comme chez Cortex, malgré le fait qu'il y a des super belles lignes directrices développées par le ministère. Je fais un petit aparté, hein, mais le propriétaire et fondateur de la clinique Cortex, Philippe Fay, a participé à ces lignes directrices-là. Fait qu'on est au courant de ce qui se passe, pas mal à la minute près. Ce qui se dit, c'est si on respecte chacune des étapes du protocole, puis qu'on est sûr là, du respect de l'étudiant athlète à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il dit la vérité, qu'on est asymptomatique, qu'on passe au travers du protocole, est-ce que c'est suffisant pour un responsable de sport comme Laurent pour déterminer là, un retour au jeu sans crainte? Dans le cas où, encore une fois, il n'y aurait pas, exemple, les moyens financiers de venir à la clinique Cortex? Bien, je vais me lancer en répondant que dans le contexte, oui. Si le jeune athlète, il est honnête, puis on le sait, puis bon, c'est sûr que là, on a toujours, c'est vraiment un lien de confiance avec les athlètes, avec les jeunes, mais s'il fait son école, ses devoirs, s'il n'y a pas de symptômes, il n'est pas fatigué, il est capable de finir ses journées sans trop de problèmes, s'il est capable d'aller faire du sport en éduc, etc., puis que tout va relativement bien dans ces eaux-là, sans symptômes toujours, je pense que c'est peut-être pas nécessaire dans ces cas-ci de refaire une évaluation là, si ça n'avait pas déjà été fait. C'est sûr que si on a commencé à la clinique, ben là, le clinicien peut se prononcer un peu sur ben les symptômes qui étaient présents, c'est ça.
ça me surprendrait bien gros qu'en 2 jours, il n'y ait plus de fatigue pendant 2. Fait que c'est sûr qu'on a toujours la vie, mais dans le cas où c'est parfois un problème financier, parfois c'est pas tout le monde qui peut se déplacer, aussi à Québec, disons-le. Oui. Fait que si c'est un aspect plus de transport, ben je pense que de prendre en compte la partie vraiment école, la partie sport, puis la partie symptômes aussi dans toutes ces activités. Si c'est tout négatif dans le sens où on n'a aucun symptôme dans ces activités-là, je pense qu'on peut statuer que c'est correct. D'ailleurs, je fais un aparté, mais pour ceux que c'est pas une question de géolocalisation, il y a beaucoup de gens là, qui nous écrivent dans les commentaires qui aimeraient qu'on soit à Montréal aussi. En dehors du fait là, de la géolocalisation, pour tout ce qui est des moyens financiers, sachez aussi que si jamais la commotion arrive dans un contexte sportif, on a la chance d'avoir à Québec la Fondation Pierre-Yves Bouchard, qu'on est étroitement lié à la clinique Cortex là, avec eux. Dans le fond, je pense qu'on va aussi mettre là, le lien là, dans les commentaires si ce n'est déjà fait. Fait qu'hésitez pas à aller sur ce site-là. Là, il va expliquer en fait là, l'histoire qui est arrivée à Pierre-Yves, puis aussi la façon que l'entourage de Pierre-Yves a décidé de prendre un peu de leur temps, là, de leur énergie, puis de leur vie pour redonner finalement aux gens qui ont subi des commotions. Fait que c'est une autre façon là, d'avoir accès à nos services. On a une autre question, Caroline, hein, je m'excuse, j'espère que tu as encore du gaz pour nous. Mais toujours pour vous les gars. Le temps file, mais c'est bon, c'est des bonnes questions en plus. Là. Merveilleux, j'aime ça. À date, ça y va, là, c'est incroyable. On se demandait quelles sont les différences, dans le fond, entre une personne qui a subi une commotion récemment, avec un TCCL aigu, versus les symptômes d'une personne qui a subi une commotion, mais les symptômes persistent, donc ça fait longtemps que c'est arrivé. Puis, est-ce que ton aide est aussi efficace pour quelqu'un que ça vient d'arriver que pour quelqu'un que ça date? Tu nous as parlé que tu peux les aider, mais est-ce que c'est aussi efficace en aigu qu'en persistant? Ma réponse va être oui, côté efficacité. C'est toujours, s'il y a présence d'une dysfonction physiologique, c'est toujours possible de la traiter. Puis un peu, je fais encore une fois du pouce, même s'il y a des conditions associées qu'on appelle présence de diabète, d'hypertension, de toute autre problématique de santé, c'est toujours possible de traiter cette dysfonction-là. Par contre, où ça va différer entre quelqu'un qui a fait sa commotion en aigu versus que ça fait peut-être plus longtemps, c'est la prise en charge qui va être différente. Dans le sens où la progression va être probablement plus rapide si c'est pris plus tôt. Puis là, je vais dire généralement simplement parce que en commotion, tout est malheureusement possible. Il faut toujours jongler avec la possibilité que rien n'est certain. Fait que la progression va être généralement plus rapide si c'est pris en charge plus tôt. Alors que si c'est pris en charge plus tard, la progression va être un peu plus étalée. Je donne l'exemple classique de ben crème, j'ai mal au dos depuis 1 an. Puis je n'ai jamais rien fait vraiment. Je me dis que ça allait passer tout seul. C'est sûr que si je me décide demain matin à aller vous voir, PO ou Bastien, ben ma réadaptation, ma récupération va être un petit peu plus longue que si je viens juste de me faire mal, de me faire une hernie, puis que c'est pris en charge tout de suite. C'est le même principe pour une commotion cérébrale. Ça reste une blessure. Fait que si c'est pris rapidement, ça va aller mieux. Si c'est pris plus tard, on peut le guérir, mais ça va juste être plus long. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand c'est persistant, quand c'est plus en chronique, quand c'est plus loin, plus étalé comme prise en charge, ou quand ça fait plus longtemps que la commotion est survenue, c'est un cas qui est relativement plus complexe souvent. C'est pas pour rien que ça a perduré longtemps. Ce qui fait que ça va nécessiter l'aide de plusieurs professionnels, puis c'est là que l'interdisciplinarité de Cortex va prendre tout son sens. C'est sûr que si j'ai quelqu'un qui a une atteinte vestibulaire, ben Annie Malo, elle va être dans mon équipe, puis elle va être la première choisie. Même chose côté cervical, Bastien, même chose mâchoire, PO, Julie, la neuropsychologue aussi. Fait que chacun a son champ d'expertise, puis c'est ça qui va permettre de bien couvrir chacun des atteintes, chacun des symptômes aussi du patient, puis d'arriver à une récupération au final. Fait que le mot d'ordre, je dirais quand on a des symptômes, évidemment qu'ils soient en aigu ou persistants, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est tellement complexe qu'on a besoin de plus qu'un professionnel pour régler la question. Fait qu'il n'y a pas de grand Manitou qui peut tout faire à lui tout seul, à moins d'avoir étudié pendant 20 ans dans 14 domaines différents. Là, ça, je veux dire, j'ai pas encore connu quelqu'un qui avait fait ça, puis chapeau si c'est le cas. Mais si tu me permets, Bass, avant de, tu sais, je vais lancer des fleurs aux kinésiologues de la clinique. Là, on en a eu quelques-uns au fil des années. Puis, petite anecdote là, pour ma part, quand je suis arrivé chez Cortex il y a quelques années, ben, c'est sûr, je connaissais pas tout. Puis, c'est arrivé plusieurs fois qu'on a vu des patients avec des symptômes persistants. Puis, j'avoue que moi-même, des fois, j'étais peut-être perplexe à l'utilité du kinésiologue, mais j'ai été forcé d'admettre que dans beaucoup de cas,
ça l'a vraiment fait la différence chez des gens qui avaient des symptômes depuis 2-3 ans. Puis l'intervenant clé, c'était pas le physio, c'était pas le neuropsy, c'était le kinésiologue qui a juste regéré l'activité physique, puis ça a fait des gros changements. Fait que je pense que c'est, effectivement, comme on disait, c'est méconnu, mais pour des gens qui ont des problèmes de longue date, je pense que c'est vraiment une belle avenue. Puis j'espère que les gens vont écouter ce live-là, puis prendre conscience que tu peux les aider, là, même si les symptômes sont là depuis un bout. Là. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça que je veux que les gens retiennent, c'est qu'il y a toujours moyen d'aider tout le monde, finalement. Fait que, ouais. C'est bon. Super bon, ouais, PO, belle petite fleur que tu lances là à notre invité. C'est correct. Je la prends. Ça met la barre haute pour les prochains. D'ailleurs, on arrive à la fin du podcast, là, de notre Facebook Live d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous une fois de plus. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir écouté en live, si vous savez que ça pouvait intéresser des gens, il faut évidemment là, les taguer en commentaire là, ci-bas. Vous pouvez aussi nous lancer vos questions, hein, Caroline, Pierre-Olivier, puis moi, on va prendre le temps là, d'ici quelques jours d'aller répondre aux questions qui n'ont pas été répondues durant la capsule en direct. N'hésitez pas à aller voir nos pages Facebook si vous voulez réécouter ou lancer le message ou des fois envoyer le lien à des gens qui pourraient trouver ça pertinent. Nos pages Facebook, là, autant Physio Interactive que Clinique Cortex. On a aussi du contenu là, sur notre page ou notre compte Instagram. Physio Interactive, petite barre en bas, Cortex. Puis, corrige-moi si je me trompe, PO, mais concernant le thème du mois de mars, de la fin mars, on se garde une petite surprise, n'est-ce pas? Oui, exact. On est encore dans notre processus décisionnel là, dans le choix du sujet. On a évidemment quelques options. Soyez sans crainte, on sera là. On a lancé des perches à des invités d'intérêt qui devraient nous répondre, on espère. Mais sinon, on va avoir un sujet qui va être certainement intéressant. Fait qu'on vous tient au courant. Suivez-nous sur la page Facebook. Puis on se revoit là, fin mars sans faute. On n'est pas pire. Fait que, on vous souhaite bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao! Yes! Merci tout le monde. Bye bye!